bienvenue dans Génération République, l'émission qui chaque mois établit un trait d'union entre les jeunes générations et leur monde de demain. Pour cette émission, nous sommes ici à Tours. Et dans cette émission, nous allons parler de la prison. Quelle est sa place dans notre société, intégrée ou à l'écart? Et quelle évolution pour cette institution? Pour cela, nous sommes venus ici à la rencontre des étudiants de l'université François Rabelais à Tours, une université qui regroupe 22 000 étudiants. Ceux que nous avons rencontrés nous parleront de la prison, leur vision en tant que jeunes, en tant que citoyens, en tant qu'étudiants en droit ou en IUT. Ils seront éclairés et pourront interagir avec notre invité ce mois-ci, Antoine Lazarus, qui est le président de l'Observatoire international des prisons. Allez, immersion. Je voudrais qu'on commence en parlant de la prison et du ressenti que ça peut vous procurer. Quelle est votre lecture par rapport à la prison? Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui fait peur, le fait que ça existe, ou plutôt que ça rassure? C'est un peu les deux. Oui. Dans le sens où ça rassure parce que ce seront des gens qui ont fait quelque chose de mal, des criminels. Parce qu'un criminel dangereux serait peut-être amené à recommencer, à récidiver. Et le fait de le mettre à l'écart, ça peut apporter une petite sécurité en plus pour la société. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est toujours plus simple d'éloigner les gens qui nous gênent et de ne pas les voir. Mais ce sont des gens qui sont déjà exclus de la société et en les excluant un peu plus, ça arrange rien du tout, voire ça empire et c'est finalement un cercle vicieux. Donc non, la prison peut pas régler, entre guillemets, les problèmes de sécurité qui peuvent exister. Qui est-ce qui va en prison? Est-ce que ça peut être chacun d'entre nous? Ou est-ce que pour vous, c'est forcément quelqu'un qui est un autre, un étranger, qui n'a pas les mêmes repères, les mêmes valeurs que nous? Moi, j'ai un copain à qui c'est arrivé d'aller en prison. Et alors, il t'a raconté son expérience? Il y est resté longtemps? Non, parce que du coup, quand je l'ai revu, j'ai préféré pas aborder le sujet avec lui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, je trouve, qui est personnel et qui fait... Enfin, vu de l'extérieur, ça fait vraiment peur. Quand on regarde les chiffres rapidement sur le nombre de personnes qui sont emprisonnées en France, ça représente 66 572 personnes. Ça représente en gros une personne sur 1000. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup, Pierre? Les infractions, enfin, on entend ça tous les jours dans les journaux. Et après, une personne sur 1000, c'est vrai que c'est peu. Moi, dans mon entourage, je connais personne qui est allé en prison. J'aimerais que vous introduire notre invité, qui est Antoine Lazarus. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes président de l'Observatoire international des prisons et ancien médecin à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. J'aimerais avoir votre regard sur ce qui a été dit jusque-là. Moi, je suis universitaire. Oui. L'amphi de première année, c'est un peu plus de 1000 étudiants. Et donc, 1 sur 1000, ça ferait un étudiant pour l'amphi. La statistique, ça ne veut rien dire. La statistique, c'est des foules immenses. Mais quand on connaît quelqu'un, on a l'impression, même statistiquement, que si c'est 1 sur 1000 ou 1 sur 1 million, ça pourrait être nous. Si on regarde une fois encore les chiffres, on voit qu'à peu près 45% des personnes incarcérées sont sans diplôme. En gros, et on le voit la même chose par rapport aux étrangers. À peu près une personne sur 5 qui est en prison aujourd'hui est une personne étrangère. Est-ce que ça montre que ce sont des personnes qui ont une vie plus difficile et que donc du coup on est plus enclin à une sortie de route? Je pense que quand on ne se sent pas intégré dans une société, quand on a l'impression de ne pas avoir les mêmes droits que les autres, on n'a pas envie non plus de respecter les mêmes devoirs. Et au-delà de ça, forcément, la pauvreté, oui, ça peut pousser au délit, dans le sens où en prison, c'est pas que des criminels, c'est beaucoup de petits délinquants et qui, oui, vont vendre du shit pour gagner de l'argent. C'est des erreurs de parcours aussi qui peuvent survenir à n'importe quand et pour n'importe qui. Monsieur Lazarus, par rapport à ce qui vient d'être dit par les étudiants sur le fait que, en gros, les classes les moins favorisées étaient plus enclines à se retrouver en prison. On l'a vu dès les années 1930, dans les premières enquêtes sur de l'habitat social. Dans le même quartier, les gens qui habitaient dans un habitat social un peu dense, les enfants à la naissance, avaient de 10 à 20 fois plus de chances, à la naissance, d'être délinquants
et de se retrouver en tout cas face à la justice et condamnés que ceux qui habitaient dans le même quartier, les maisons voisines qui étaient les petits pavillons, allant dans la même école. Je vais vous montrer un reportage, le premier reportage de cette émission, sur lequel on va revenir à la fois sur l'état des lieux des prisons aujourd'hui et aussi l'historique. On regarde. Sans prison, comment punirait-on les hors-la-loi? Humiliation publique pour dissuader les autres, châtiment corporel, exil ou peine de mort. Ces outils de répression d'un autre temps ont sévi avant que naisse la prison. Un lieu d'enfermement qui prend toute son importance sous la Révolution française. La prison va devenir massive à partir de ce moment-là. Pourquoi? Essentiellement parce qu'on va considérer qu'il y a un bien précieux, le plus important, qu'est la liberté. Et qu'en privant un individu de liberté, on touche à ce que la société estime de plus précieux. On ne touche plus à son corps, on touche à sa liberté. La prison moderne se développe ensuite sous Napoléon. Le code pénal de 1810 est un code de fer. Les peines s'alourdissent, la prison, outil de répression donc. C'est sous la Troisième République qu'apparaît le paradoxe pénitentiaire. Que fait-on de la prison? Sert-elle uniquement à réprimer ou à réhabiliter? La question se pose encore aujourd'hui, et suivant les époques, la balance penche vers l'un ou vers l'autre. La fonction de la peine varie selon les époques. Pendant plus d'une dizaine d'années, après notamment le 11 septembre 2001, a dominé dans tous les pays européens, en France aussi, aux États-Unis ô combien, une fonction de dissuasion, de sévérité. Tout un arsenal pénal voit le jour pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, avec notamment 2 mesures fortes. En 2007, la loi Dati instaure des peines minimales en cas de récidive, les fameuses peines planchées. Une réponse plus claire et plus ferme. Un an plus tard, la loi sur la rétention de sûreté prévoit une privation de liberté pour les criminels jugés dangereux après l'exécution de leur peine. C'est tout simplement une politique qui attend tout de la prison. Donc la conséquence de cette politique, qui peut se justifier en soi, d'une répression plus grande, ça a été une augmentation considérable de la population carcérale, donc de la surpopulation des prisons, donc des conditions de détention, avec un risque effectivement d'augmentation de la récidive. 66 600 détenus au 1er janvier 2013 pour un peu moins de 57 000 places opérationnelles. Conséquence, certaines de nos prisons sont insalubres et la dignité humaine n'est plus respectée. À Nouméa, nous avons vu un entassement incroyable de personnes dans des conditions apocalyptiques de vie quotidienne. Les taux de surpopulation des prisons outre-mer dépassent très largement tout ce qu'on observe en métropole. Au Beaumet, c'était un peu autre chose. Nous avons vu un laisser-aller complet dans l'entretien du bâtiment, avec aussi des conditions de vie vraiment insupportables. Pourtant, le budget de l'administration pénitentiaire ne cesse d'augmenter. Il a doublé en 12 ans et représente 45% du ministère de la Justice. Le budget de l'administration pénitentiaire est l'un des rares budgets qui a connu une augmentation constante depuis maintenant une quinzaine d'années, dans des proportions parfois très importantes, plus 6, plus 7% par an, avec des recrutements nombreux et avec également beaucoup d'argent qui va vers la construction de nouveaux établissements, puisqu'une vingtaine de nouveaux établissements ont été ouverts au cours des 5 dernières années. Et l'opinion publique dans tout ça? Que pense-t-elle de nos prisons? Se sent-elle concernée par le sujet? On s'indigne à voir effectivement ces prisons dont les conditions de détention sont épouvantables. Au même moment, les mêmes qui s'indignent face à cela, quand ils voient les prisons modernes, disent « Oh là là, prison 4 étoiles, qu'est-ce que cela veut dire? Les détenus ne travaillent pas, ils regardent la télé toute la journée. » Il y a donc 20 centres qui ont été créés pendant ces 5 dernières années. Est-ce que vous êtes plutôt de ceux qui pensent que quand même, il ne faut pas que ce soit des prisons 4 étoiles parce qu'il faut être puni, ou de ceux qui s'indignent de la mauvaise qualité de traitement de certains détenus? Paul? Je pense que justement, il y a 2 regards en fait à la prison. Il y a ceux qui croient connaître ce que c'est que la prison, les fameux hôtels 4 étoiles, enfin ce qu'on entend, et puis il y a le regard des gens qui la connaissent un peu. On entend Madame Taubira ou les ministres qui l'ont précédé dire qu'on est dans une politique de dératisation, c'est-à-dire que le but c'est d'enlever les rats des couloirs. L'opinion populaire, lui, est plus sur la prison 4 étoiles avec est-ce qu'on leur met Canal+ ou pas. Qu'est-ce que tu en penses, Maxime? Je trouve ça bien qu'il y ait une nouvelle prison en France.
et que ça reflète la nécessité de faire évoluer la prison française, étant donné qu'on est sans cesse condamné par la Cour européenne des droits de l'homme à cause de l'état général de nos prisons, que ce soit l'insalubrité. La salubrité. Le gros problème de la prison, c'est la surpopulation, c'est clair. Il y a 66 000 détenus en France et 57 000 places, en gros. C'est l'idée. Le pire, c'est en maison d'arrêt, puisqu'on est en statistique, on est sur à peu près entre 150 et 200% de surpopulation en maison d'arrêt. À Tours, c'est 200%. 148 places, 298 détenus. Donc Comment tu connais ces chiffres, Paul? Je suis membre du GENEPI, du Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Donc moi, j'entre en prison pour faire du soutien scolaire, des activités culturelles auprès des détenus. J'aimerais justement qu'on fasse un petit cours rapide et qu'on explique, par exemple, quand on dit dans les maisons d'arrêt, c'est là où il y a des problèmes d'insalubrité, contrairement aux autres centres pénitentiaires. Est-ce que tu peux expliquer? Faire un petit cours. Oui, merci, en Paul. fait, les maisons d'arrêt, c'est là qu'on met... Enfin, c'est là qu'on met. C'est là où vont les prévenus, les gens qui n'ont pas encore eu leur jugement, qui sont en attente de jugement. Et si on en suit le code de procédure pénale, c'est les peines de moins d'1 an ou éventuellement les dernières années de peine. Ensuite, on a les centres pénitentiaires, et là, c'est pour les peines effectives, c'est-à-dire les gens qui sont réellement condamnés, avec 2 distinctions, pour les grosses peines, les maisons centrales, pour les peines intermédiaires, les centres de détention. Donc le gros problème, il est en maison d'arrêt pour une raison simple. La directrice de Tours parle de stock tampon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin parce que les centres pénitentiaires ont une règle qui est européenne, c'est 1 place, 1 détenu. Donc on ne peut pas mettre 2 détenus dans une chambre, c'est pas possible, théoriquement. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand les détenus sont condamnés, ils sont dans les maisons d'arrêt qui sont assez proches des tribunaux et ils y restent en attendant qu'il y ait une place qui se libère. Donc en fait, il y a de l'accumulation, c'est-à-dire qu'il y a un flux qui arrive et un flux qui ne ressort pas. Antoine Lazarus souhaiterait rebondir sur ce qui vient d'être dit. Oui, alors, certains pensent qu'on va réduire la surpopulation en augmentant tout simplement le nombre de places dans les prisons, ce qui d'ailleurs est un leurre parce que plus on augmente les places, plus les juges y mettent et plus le phénomène reste le même. Mais ça ne nous dit rien, et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, sur le fait de savoir s'il y a assez de places de prison en France, s'il faudrait même les diminuer, ou bien s'il faut les augmenter, comme pense une partie de l'opinion, et d'ailleurs même sans doute une partie des parlementaires, puisque ces dernières années, on avait voté des augmentations de budget pour construire de nouvelles prisons. Edwin, qu'est-ce que tu en penses? Augmenter le nombre, oui, je pense que ça ne serait pas une solution, puisqu'en effet, les juges, peut-être, en mettraient toujours autant, mais peut-être augmenter, par contre, les conditions de vie, du moins les conditions d'hygiène et les conditions d'accueil pour ces délinquants. Je pense qu'on peut avoir des prisons en très bon état et que les gens ne soient pas insurgés en se disant c'est le diable, les gens ils sont là, ils le méritent et ils doivent y rester et qu'ils y croupissent pendant 10 ans. J'aimerais qu'on regarde maintenant un reportage pour parler de la place de la prison dans la société. La prison, est-ce que ça fait vraiment partie de la société ou est-ce que c'est une sorte d'état à part? On regarde et on en parle après. La prison permet-elle aux détenus de se réinsérer dans la société? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2002, 63% des anciens détenus sortant sans aménagement de peine sont à nouveau condamnés à une peine de prison ferme 5 ans après leur libération. La majorité d'entre eux étant des délinquants. On peut donc faire plus efficace. Ce constat alarmant fait réagir les politiques. Ces dernières années, les politiques ont aussi ajouté beaucoup de lois qui ont rendu le système très complexe et quasiment illisible. Toutes les lois qui obligent le juge à une certaine automaticité, voilà, les peines planchées, la rétention de sûreté, la détention de sûreté. À chaque fait divers criminel, on avait une nouvelle loi et ce n'est pas une bonne chose. Systématiser l'enfermement au lieu d'individualiser la sanction, voilà un problème. L'autre souci, c'est le nombre important de gens en prison qui ne sont pas dangereux pour la société. Il est évident qu'il n'y a rien qui est possible à mettre en place et que la seule chose qui est là, c'est que la personne en étant enfermée gagne des galons de « j'ai été enfermé, je suis un dur, je suis un caïd » et gagne éventuellement des contacts avec des personnes qui vont l'aider à la prochaine fois à pas se faire prendre éventuellement. La prison, une école de la récidive? Outre les aménagements de peine, il existe pourtant des passerelles entre les détenus et la société. Tout le travail que nous faisons, nous, aux prisons du cœur, c'est justement d'essayer de faire en sorte que la peine serve à quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne soit pas désociabilisé, qu'on comprenne le sens de la faute et qu'on ne soit pas en prison aux prises avec l'oisiveté. Autre association, même combat, le GENEPI
réunit 1200 étudiants bénévoles qui œuvrent pour le décloisonnement des prisons. On fait du soutien scolaire qui peut être soit collectif, soit individuel, mais majoritairement individuel, et également des activités donc socioculturelles, c'est-à-dire mettre en place une activité d'art, une activité de musique, une activité de théâtre, là plus en collectif. Nous, on n'a pas d'autorité sur eux, eux, ils n'ont pas non plus d'autorité sur nous, ils ne sont pas non plus dans une situation de dépendance. Donc voilà, on peut avoir des échanges gratuits, des échanges plus simples, plus finalement plus normaux. C'est dire que tout rentra dans l'ordre. Développer des échanges, préparer bien en amont la réinsertion des prisonniers, voilà tout l'enjeu aujourd'hui pour enrayer la récidive, pour que la prison devienne enfin une part de la société, au lieu d'être un État à part. Dans ce reportage, on vient de voir Monsieur Laflaquière, Philippe Laflaquière, qui vient d'écrire ce livre, Longue peine, le pari de la réinsertion. Je vous le conseille, c'est un ouvrage assez intéressant. Je voudrais qu'on revienne sur cette question. Selon vous, est-ce que la prison doit rester à l'intérieur de la société ou un État à part? Qu'est-ce que ça t'évoque, Sofiane? Alors effectivement, depuis ces dernières années, on lui donne une fonction de neutralisation. C'est-à-dire qu'on met à l'écart les individus, comme ça la société est tranquille. Moi je pense qu'il faudrait passer à une fonction de réhabilitation de l'individu. Pour parler concrètement, il faut que la peine privative de liberté, donc en prison, devienne l'exception et non pas le commun en fait. Oui, je pense à un stage que j'ai fait en correctionnel. Des fois la réinsertion elle passe aussi par la volonté de celui qui est emprisonné. S'il n'a pas envie de se réinsérer et qu'à la sortie il veut reprendre ses activités illicites, il le fera, et quoi qu'on fasse pour ça. La prison est parfois même un tremplin pour passer à la catégorie de crime ou de délit supérieure à celle pour laquelle on a été condamné. Tu penses qu'il y en a, ils vont en prison pour rebondir, pour être encore plus des caïds? Voilà. Ou est-ce que tu penses que du coup c'est le système qui Je pense que c'est dans le système. dysfonctionne? Je pense que c'est le système. Donc si qui le système dysfonctionne. dysfonctionne, on pourrait faire quelque chose pour qu'il fonctionne mieux? Oui, mais pas par les réinsertions, par d'autres moyens. Moi je pense qu'il ne faut pas que ça dépende uniquement du ministère de la Justice, c'est-à-dire qu'il faudrait presque travailler avec le Pôle emploi, en fait, si j'ai envie de dire, puisqu'en fait les vecteurs principaux de la réinsertion sont la famille. Un détenu qui va avoir une femme, un enfant qui l'attend à la sortie de prison, il est évident qu'il présentera moins de facteurs de récidive qu'un autre détenu, par exemple. Et la réinsertion par le travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, dans un CV, dire qu'on a été détenu, ça fait pas bon genre. J'ai mon père qui avait un employé qui a justement été en détention après. Il a fini sa peine, mais à sa sortie, il avait un vide sur son CV, et quand ses futurs employeurs l'interrogeaient sur ce vide, forcément, plus personne ne voulait de lui. C'est justement mon père qui, après lui avoir rappelé parce qu'il avait des disponibilités, lui a donné sa chance. Si jamais il ne l'avait pas fait, je suis persuadé qu'il aurait récidivé, qu'il serait encore en prison à l'heure qu'il est. Comment dire, la société juge une deuxième fois en fait. La personne va être marquée au fer rouge toute sa vie pour des fois pas grand-chose. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne passe pas tous 15 ans en prison, il y a des peines courtes, mais la casse-prison, c'est rédhibitoire. Moi, il y a un truc qui m'a marqué quand un jour où je sortais de prison, justement, je donnais un cours, et j'ai vu un détenu sortir. Il passe la porte, le gardien lui dit au revoir, j'espère que je te reverrai pas. Et et il ressort avec son sac poubelle parce qu'il a toutes ses affaires, toutes ses années de détention qui sont dans son sac poubelle noir. Et on lui donne son sac poubelle, il ressort et il est tout seul devant la prison. C'est-à-dire qu'il est tout seul, il a passé le pas de la porte, il pose son sac poubelle, il regarde à droite et à gauche, il est dehors. Et il n'y a rien d'autre. Donc il y a un vrai manque de suivi, c'est les sorties sèches, c'est clair. Et ça, c'est terrible. D'un point de vue de la réinsertion, c'est terrible. Mais alors, j'ai été surprise en préparant notre rencontre que 39% des détenus soit travaillent lorsqu'ils sont en prison, soit sont en formation professionnelle. Pour avoir fait un stage en détention, j'ai pu remarquer qu'il y avait énormément de personnes qui demandaient à travailler en détention pour peu de place. Il y a beaucoup plus de personnes qui s'inscrivent sur des listes, donc qui sont en liste d'attente, pour pouvoir accéder aux ateliers et travailler, que de places disponibles. Pareil pour les enseignements. Moi, en fait, oui, David. Oui, je voulais réagir par rapport à ce que tout le monde dit depuis tout à l'heure à peu près, que ce soit Sofiane, Paul, Anaïk. Moi, déjà, il y a un postulat de départ que je saisis pas bien. C'est l'idée qu'à partir du moment où l'ancien détenu aurait une formation à sa sortie ou pendant la prison, forcément, il n'y aura pas de récidive. Ça, c'est déjà un postulat que je ne comprends pas. On les présente avant tout comme des victimes. Au bout d'un moment, il y a un libre arbitre.
Au bout d'un moment, il y a une responsabilité individuelle. Et si, si toutes les personnes qui se faisaient recaler à des entretiens d'embauche finiraient délinquants en prison, mais dans quelle société on vivrait? Enfin, par exemple, tout à l'heure, William, tu parlais de l'employé de ton papa qui s'est fait recaler par plusieurs entretiens d'embauche. C'est pas à la société de faire en sorte qu'il se réinsère. Tu peux pas reprocher aux gens de se méfier à quelqu'un qui est en prison. Enfin, c'est une réaction humaine. Le but de la société, ce n'est pas de sauver tout le monde, mais de là à le déclarer sa mort sociale, ce n'est pas non plus... Mais une personne qui rentre en prison, puisque tu as dit que c'est humain que le point de vue change, il est mort socialement. Mais j'ai pas dit... Parce que tous ceux qui sont entrés en prison ne le sont pas entrés parce que ce sont des criminels nés. D'ailleurs, cette notion n'existe pas. Ça paraît évident que... Oui, Flavie. Ça paraît évident qu'un détenu qui a été formé pendant sa période de détention et qui sort de prison avec quelque chose qu'il sait faire, va plus se réintégrer dans une société que quelqu'un qui sort, qui n'a rien appris et qui n'a aucune formation. Depuis tout à l'heure, j'entends le mot insertion, mais j'entends très peu de mécanismes, d'exemples concrets, à part la formation. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, la formation. On a tous été à l'école, on n'a pas tous terminé délinquants. Enfin, voilà, quoi, j'ai l'impression, on pense quand même beaucoup aux prisonniers, on les présente beaucoup comme des victimes, et j'ai l'impression qu'on ne parle pas aussi beaucoup de leurs victimes, etc. Ah bah écoute, on a de nombreuses attentes à l'égard de la peine, des exigences qui sont différentes, la société qui veut être protégée, les détenus qui veulent être réinsérés et les victimes qui doivent être réparées. Et dans ce contexte, eh bien, dans quel sens doit évoluer la prison? Regardons. Contenter tout le monde tout en enrayant la récidive, une mission délicate pour le gouvernement. Premier chantier sur lequel plancher, l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. Étant destinés à sortir un jour de prison, ces hommes doivent être traités comme tels afin de faciliter au mieux leur réinsertion dans la société. Vous l'avez tous les jours? Vous l'avez tous les jours. Eh bien, un détenu ne peut pas le faire. Un détenu, dans une prison classique, il a le droit à 3 douches par semaine. Les gens qui ressortent debout, capables de s'assumer eux-mêmes, capables de ne pas retomber dans le crime ou le délit, sont des gens qui respecteront leurs victimes, qui ne recommenceront pas, qui ne commettront pas de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, et par conséquent, qui contribueront à améliorer la sécurité. Améliorer la sécurité ensuite, c'est l'enjeu de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, une réflexion collective qui a réuni pendant 6 mois des experts de tous bords. Parmi les propositions avancées, supprimer des automatismes ayant pour fonction de réprimer, tels que les peines planchées, développer les aménagements de peines déjà existants, comme le port du bracelet électronique, les travaux d'intérêt général, le régime de semi-liberté et bien sûr la liberté conditionnelle. Nous sommes l'un des pays d'Europe où la libération conditionnelle est le moins octroyée. Ça n'est pas normal quand on sait qu'il y a un consensus sur l'intérêt de cette mesure qui date de la fin du 19e siècle. Enfin, le rapport préconise de désengorger les prisons en adaptant la peine à chaque cas particulier. L'objectif, créer de nouvelles alternatives à l'enfermement, telles que la contrainte pénale communautaire, appelée aussi peine de probation. La contrainte pénale communautaire, c'est une peine sans référence aucune à la prison, une contrainte qui va s'exercer pendant 6 mois dans la communauté, c'est-à-dire au sein de la société, avec effectivement un programme d'interdits, d'obligations, de procédures de contrôle. Certains vont encore plus loin. L'association Les Prisons du Cœur propose en effet un projet de prison expérimentale à Nantes. Il s'adresse aux délinquants condamnés pour la première fois à une peine de moins de 5 ans. Le condamné est chez lui le soir pour préserver les liens familiaux et la journée, il est condamné à être de 8h à 17h dans un centre de probation où on va lui soigner ses addictions, lui donner une formation, lui donner une évaluation, c'est-à-dire des cours d'informatique, des cours de permis de conduire, des cours de secourisme également pour qu'il retrouve l'estime de lui-même, et un travail avec un contrat de travail, un CDD, rémunéré, et également des cellules psychologiques de lien avec la famille pour qu'on puisse expliquer à la famille que le gars qui peut-être rapportait 6 000 € par mois avec de la drogue va ressortir avec un SMIG, mais qui va pouvoir dire « je t'aime » à ses enfants. Le consensus est en bonne voie. Mais pour faire bouger les choses, il faut aussi sensibiliser et convaincre l'opinion publique. Il n'est pas facile de faire admettre cette idée que même un criminel, même quelqu'un qui a commis les actes les plus graves, doit pouvoir au moins une fois dans sa vie avoir droit à ce qu'on lui laisse une chance.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on va du coup vers une plus grande flexibilité, une sorte d'humanisation du regard qui se porte sur les prisonniers, et est-ce que c'est une bonne évolution? Moi, j'ai fait un stage avec une juge d'application des peines. Donc moi, c'est vrai que j'ai un regard assez positif sur l'application des peines, c'est-à-dire de individualiser la peine par rapport aussi aux détenus, s'ils travaillent ou non, essayer de trouver les meilleures alternatives possibles pour ne pas qu'il aille en prison. Et là, ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Ce qui ressort de ce reportage, c'est que vraiment la société maintenant est emplie d'idéaux. On va vraiment dans le sens de la réinsertion. Mais après, subjectivement, est-ce qu'on réhabilite quelqu'un qui a commis des abus de biens sociaux et un violeur en série de la même façon? Moi, je dirais que on a eu un exemple récemment d'une personne qui se faisait passer pour un chauffeur de taxi, qui a violé et assassiné une jeune fille, une Suédoise. Il avait déjà été condamné en 78, il a été condamné en 92. Pour ces personnes-là, je pense qu'il faudrait les laisser dans un établissement spécialisé, mais pas forcément les libérer, parce que je ne sais pas si c'est bénéfique pour eux et pour l'intérêt général aussi. Oui. En fait, un compromis. Oui, monsieur Lazarus. Il faut, et notamment à mon avis, quand on est jeune, il faut peut-être se le mettre dans la tête, il faut admettre qu'il est peut-être moins dangereux de vivre en laissant circuler quelques personnes potentiellement dangereuses, on ne sait pas lesquelles, que de réduire les libertés de tout le monde, de plus en plus, au fur et à mesure que les années passent, alors que ça ne réduit pas le sentiment d'insécurité. Voilà ce que je voulais juste vous dire. Est-ce qu'on est plus pour une société où on laisse un petit peu plus de liberté à chacun, au risque d'avoir quelques personnes dangereuses qui traîneraient dans les rues, un peu comme l'évoquait monsieur Lazarus, ou est-ce qu'on préfère cette société de précaution? Selon moi, on doit aller vers une insertion d'abord. Enfin, il y a tout on va dire un préalable à mettre en place, et on sait qu'il y a des dérives. Et quand les gens ont dérapé, ça arrive de déraper, permettre leur réinsertion. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui glissent, mais en même temps, qui glissent. Quand on fait Quand on étudie, on a tous un parcours spécialisé, on a tous des filières spécialisées, des filières adaptées. De quel droit, parce qu'il y a eu une victime, on n'aurait pas le droit de reprendre ce parcours pour justement éviter qu'il y en ait d'autres, pour justement avoir une société qui soit pas insécuritaire, et où le sentiment de sécurité ne soit pas au-dessus de tous les sentiments et dans la bouche de chacun. Merci à chacun d'entre vous d'avoir apporté à la fois de votre expérience, de votre ressenti, de votre connaissance, de votre agacement. Merci à tous, et merci monsieur Lazarus de nous avoir accompagnés et éclairés de toutes vos lumières. J'ai beaucoup aimé en fait ce moment du débat où on avait toute une conception différente de ce que c'était la prison. Les interactions étaient assez intéressantes, donc c'est assez sympa de pouvoir se dire qu'on peut passer à la télé comme ça. En plus, on n'est pas en région parisienne, donc ça fait plaisir qu'on vienne un peu nous voir et nous entendre. Après, c'est frustrant parce qu'on est nombreux, qu'on a tous très envie de parler et que c'est trop court et que voilà, mais ouais, c'était très intéressant. J'ai pu dire, à titre personnel, ce que je voulais dire. J'ai entendu des points de vue différents, des expériences différentes, et très enrichissant pour le débat en général et pour moi à titre personnel. On les appelle